affrontement entre la police israélienne et les Palestiniens sur l'esplanade du Mont du Temple ce matin. Israël commémore aujourd'hui à Tisha B'Av la destruction des 2 temples sacrés de Jérusalem. La Turquie a mené de nouveaux raids contre les positions du PKK en Irak, le parti des travailleurs kurdes qui lui revendique la mort de 2 soldats turcs tués dans un attentat. Barack Obama poursuit son voyage en Afrique après le Kenya. Il est ce soir en Éthiopie pour évoquer notamment la lutte antiterroriste en Afrique de l'Est au moment où un nouvel attentat meurtrier a frappé ce soir Mogadiscio en Somalie. Il y a au moins 13 morts. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, il s'agit d'une journée de commémoration d'un des événements les plus sombres dans l'histoire du peuple juif. Et c'est aussi l'occasion de raviver des tensions autour de l'esplanade du Mont du Temple à Jérusalem. Le jour du 9 Av a donné lieu à des affrontements, brefs mais violents, ce matin, devant la mosquée Al-Aqsa entre la police israélienne et des manifestants palestiniens. Récit Maxime Pérez. Les autorités israéliennes s'y attendaient en ce jour de prière juive et de grande influence dans la vieille ville de Jérusalem. Une fois de plus, la situation a dégénéré sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées pour les Palestiniens. Comme chaque jour, ce site sensible était ouvert aux visiteurs le temps de quelques heures, 1200 ce dimanche matin. Sauf que des dizaines de jeunes lanceurs de pierres palestiniens, le visage cagoulé, ont attendu l'arrivée de fidèles juifs pour déclencher de violents heurts avec les forces de l'ordre. L'accès au mont du Temple a immédiatement été fermé au public. Nos forces de police se tenaient prêtes après que des Palestiniens se sont massés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, d'où ils ont jeté des pierres et des pavés sur des policiers qui se trouvaient sur le pont Mougrabi. Nos unités ont pénétré sur le mont du Temple pour stopper les émeutes. Déployés à proximité du périmètre, les policiers israéliens pénètrent rapidement sur ce lieu saint du judaïsme et de l'islam pour tenter de rétablir le calme. Appuyés par des jets de projectiles et des feux d'artifice tirés à bout portant, plusieurs d'entre eux sont légèrement blessés. À l'évidence, les émeutiers sont bien organisés. Ces derniers utilisent la mosquée Al-Aqsa comme un sanctuaire, mais sont rapidement acculés. À l'extérieur de l'esplanade, des gardes-frontières tentent de contenir la foule, des femmes musulmanes notamment. Les bousculades font place aux premières arrestations. Des adolescents palestiniens, parfois très jeunes, sont interpellés par la police. Cette dernière reprend très vite le contrôle de la situation. Difficile d'expliquer cette brutale flambée de violence. Certains invoquent la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Copieusement insultée à son entrée sur le mont du Temple, cette femme finit par insulter le prophète Mahomet, qu'elle qualifie de porc. D'autres mettent en cause les provocations de fidèles juifs qui bravent les interdictions de prier à haute voix. Précisément imposées par les autorités israéliennes pour éviter les tensions. Ces personnes sont immédiatement neutralisées par la police. Une politique de fermeté insuffisante pour les Palestiniens. Alors on va rejoindre tout de suite en direct de Jérusalem Elsa Mimoun, notre envoyée spéciale. Bonsoir Elsa. D'abord, est-ce que le calme est revenu ce soir sur l'esplanade ? Bonsoir Jean-Charles. Le calme est revenu depuis le début d'après-midi. La police a quadrillé les alentours de la vieille ville avec de nombreux renforts suite donc à ces heures ce matin qui se sont produits sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple, entre policiers israéliens et palestiniens. Alors ce soir, retour au calme donc sur ce site sacré et sensible, mais il semblerait que des heurts aient eu lieu dans un quartier est de la ville, à Izawa, où 2 policiers auraient été blessés selon les dernières informations dont nous disposons actuellement. Alors Elsa, il faut revenir sur cette journée évidemment très particulière, puisque en Israël, les Juifs commémorent cette fameuse destruction des temples de Jérusalem. C'est le jeûne de Tisha B'Av.
Oui, le jeûne de Tisha B'Av qui est le jour le plus triste du calendrier hébraïque et où il est coutume de jeûner pour les juifs pratiquants qui se sont rendus nombreux près du mur des lamentations pour prier à même le sol, comme c'est le cas en signe de deuil. Alors vous voyez derrière moi, nous situons sur le mont des Oliviers qui surplombe la vieille ville de Jérusalem, et ce mont du Temple pour les juifs et cette esplanade des mosquées pour les musulmans, avec ce dôme du rocher que vous pouvez apercevoir et qui est donc le théâtre de nombreux affrontements ce matin et qui l'est depuis plusieurs années déjà. Merci Elsa Mimoun en direct de Jérusalem. On y reviendra tout à l'heure avec un débat justement pour bien comprendre un petit peu les enjeux qui font que cette esplanade du mont du Temple reste aujourd'hui autour de tant de tensions et avec notamment la Jordanie qui a réagi ce soir en critiquant l'attitude de la police israélienne. La Jordanie qui est en charge justement de la gestion du lieu saint de la mosquée d'Al-Aqsa. On va maintenant évoquer une histoire qui a provoqué un véritable emballement en France aujourd'hui, mais dont les faits ne sont pas encore clairement établis. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. Alors, ça commence par une altercation dans un parc à Reims, altercation dont est victime une femme qui avait décidé de se mettre en maillot de bain, comme cela se fait parfois dans des parcs lorsqu'il fait chaud. Mais ça n'a pas plu à d'autres jeunes filles. Exactement. Alors les circonstances de cette altercation ne sont pas encore très claires pour l'instant. Selon le parquet de Reims, lors des auditions, ni la victime ni les auteurs des coups n'ont fait état lors des auditions d'un mobile religieux ou d'un mobile moral qui aurait déclenché l'altercation, contrairement à ce qui a été évoqué par la presse régionale dans un article publié hier. Alors on rappelle les faits. Donc mercredi dernier, une jeune rémoise de 21 ans bronzée en maillot de bain dans le parc Léo Lagrange de la ville, vous l'avez dit, jusqu'à ce qu'elle soit prise à partie par un groupe de 5 jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans, et le groupe se serait précipité sur elle pour la passer à tabac. Alors selon la commissaire de permanence, c'est une altercation entre jeunes filles qui a dégénéré lorsque l'une des auteurs de l'agression lui a dit « Allez vous rhabiller, c'est pas l'été ». Des témoins portent secours à la victime et alertent les pompiers. Elle est transportée à l'hôpital. Bilan, 4 jours d'incapacité de travail. Les 5 jeunes filles ont été identifiées, elles ont été déférées devant le parquet. 2 sont mineures et les 3 autres sont majeures, et elles devront se présenter devant le tribunal correctionnel le 24 septembre prochain. Alors là où on voit qu'il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que cette affaire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux alors qu'on n'a pas encore les faits clairement établis. Exactement, à la minute où l'affaire a été révélée, les réactions se sont succédées sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On se concentre maintenant sur les réactions politiques, même si peu d'informations ont filtré sur cette agression. L'hypothèse religieuse prenait de plus en plus d'ampleur dans la journée avant d'être démentie donc par le parquet de Reims. Le maire de Reims, Arnaud Robinet, avait auparavant dénoncé cette agression avant de s'énerver sur Twitter à cause de commentaires injurieux et d'appeler à l'apaisement, car personne ne connaît au fond les circonstances de cette affaire. Alors des réactions politiques, il y en a eu, surtout à droite. Exactement. Avant l'affirmation du parquet, les réactions s'accumulaient du côté des Républicains. Les réseaux sociaux se sont emballés alors que certains reprochaient à l'Union d'avoir rédigé un article orienté qui entraînait des confusions. Éric Ciotti, lui, affirme sans citer aucun élément de l'enquête que c'est une agression inacceptable par laquelle on veut nous imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Alors Nadine Morano, députée des Républicains, a également fait appel à Brigitte Bardot en personne, symbole français par excellence selon elle. Elle évoque la régression de la liberté de la femme. Alors à l'extrême droite aussi, on y va de son petit commentaire. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, estime que la jeune fille a été lynchée car elle vivait à la française. Il fait même un parallèle entre l'agression et la privatisation de la plage de Valoris pour la famille royale saoudienne. Là-bas, l'État chouchoutera les agresseurs, dit-il. Alors, ça a dépassé le cadre politique, Léa, et on peut même dire que Twitter s'est mis en maillot de bain aujourd'hui. Exactement. Alors, à commencer par SOS Racisme, l'association antiraciste qui a fait preuve d'inventivité pour appeler à la mobilisation. C'est avec des photos nostalgiques, très stylisées, que l'association espérait convaincre les Rémois de venir manifester, sans grand succès. Malheureusement, Sean Connery a même été invoqué et Jean-Marie Le Pen a également été affiché sur Twitter
en maillot de bain par l'association antiraciste, avant de préciser qu'il n'était pas le bienvenu. Et puis, nombreux sont les internautes qui se sont exposés en maillot de bain également pour apporter leur soutien aux manifestants alors qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Merci Léa Berdugo. On est en ligne justement avec Tigouda Diaby qui bien représente SOS Racisme à Reims, donc là où les faits se sont produits. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de monde dans ce rassemblement. Vous vous y attendiez, je suppose. C'est pas facile de mobiliser en plein été à Reims des personnes en maillot? Effectivement, il y a eu peu de monde ce midi. Avec la météo, il faisait très mauvais, il pleuvait. Donc, ça a été difficile. Mais on a eu du soutien sur les réseaux sociaux de Rémois, de la part de Rémois en vacances et de la part d'anciens Rémois, d'ex-Rémois, de toute la population de France et d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir, Tigouda Diaby, sur ce qui s'est passé? Est-ce que pour vous, d'abord, pourquoi est-ce que SOS Racisme s'empare de cette affaire? Pourquoi on s'empare de cette affaire? C'est surtout, lorsqu'on parle de liberté, SOS Racisme est présent. On a toujours été présent dans ces moments pour les libertés, que ça soit avec Ni pute ni soumise en 2003, pour leur création. Et c'est aussi parce que dans un moment comme aujourd'hui, où toutes les petites choses, toutes les petites phrases prennent des dimensions grandes, notamment reprises par l'extrême droite, il est nécessaire que des associations comme la nôtre, SOS Racisme, soient présentes. Effectivement, on n'a pas d'association SOS Mon Maillot de Bain ou des associations qui luttent pour le maillot de bain dans les parcs, mais à défaut de ça, on est présent pour préserver nos libertés, puisqu'aujourd'hui la loi ne nous interdit pas de nous balader en maillot de bain ou même de bronzer en maillot de bain dans les parcs. Alors on sait très peu de choses, semble-t-il, pour l'instant, exactement de ce qui s'est passé entre ce groupe de jeunes filles et donc cette autre jeune fille qui était en maillot de bain. Est-ce que le motif religieux ou moral est invoqué à votre connaissance, puisque le parquet ne semble ne pas le retenir ce soir? Alors nous, dès le départ, SOS Racisme, il faut le savoir, on n'a évoqué aucun motif, qu'il soit religieux, moral ou même politique. La raison de notre manifestation aujourd'hui, c'était la liberté tout d'abord. Mais en ce qui concerne l'affaire à Reims, a priori, ce serait une altercation entre deux bandes de filles pour une question de maillot de bain. Donc ce serait plus de la bikiniphobie ou de la grossophobie qu'un aspect religieux ou même moralisateur. Bon, en fait, on va parler clairement. Il n'y a pas de rapport avec un islam rigoriste qui aurait empêché une jeune fille. Je n'ai pas entendu la question. Non, je dis, on va dire les choses clairement. Il n'y a pas de rapport avec un islam rigoriste qui aurait tenté justement de dire à cette jeune fille de ne pas se mettre en maillot de bain parce que c'était contraire à des valeurs défendues par l'autre groupe de jeunes filles. Effectivement, a priori, elle est musulmane, modérée, comme d'autres Rémois. Et effectivement, la fachosphère a condamné cet acte en prétendant que c'était un acte musulman, islamiste, etc., de la part de Daesh et compagnie, et parler encore de complot, etc. Ça vous semble dénoter un climat qui est un peu malsain en France aujourd'hui quand même, la façon dont toute cette affaire a pris justement cette direction très rapidement? Un climat malsain, oui et non. Oui, par rapport à la récupération de la fachosphère et non par rapport à la solidarité qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. On a vu que la majorité des personnes qui tweetaient étaient pour soutenir la victime, soutenir aussi les musulmans de France et la liberté finalement, c'est-à-dire ce qui appartient à tous les citoyens français puisque c'est nos valeurs républicaines. Merci en tout cas d'avoir témoigné en direct, Tigouda Diaby. Je rappelle que vous êtes donc représentante de SOS Racisme à Reims, où a eu lieu donc cette affaire. Il y aura un procès en correctionnel au mois de septembre et on en saura peut-être plus à ce moment-là. Longtemps en retrait par rapport aux événements en Syrie et en Irak, la Turquie est sortie de sa réserve de manière spectaculaire depuis quelques jours. D'abord en visant les positions de l'État islamique en Syrie, puis en bombardant les cibles du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, ennemi juré de la Turquie. La trêve qui existait d'ailleurs entre les deux parties semble ce soir bel et bien rompue. Maël Benoliel. Mieux vaut tard que jamais.
Longtemps critiqué pour son manque d'investissement dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, l'attentat dans la ville de Sourouk, près de la frontière syrienne, qui a fait 32 morts, pour la plupart des militants proches de la cause kurde, aura eu raison de la passivité d'Ankara depuis plus de 2 ans. Ce samedi, pour la 3e fois cette semaine, les F-16 turcs ont mené de nouveaux raids aériens contre le groupe djihadiste en territoire syrien, tenu responsable de l'attentat suicide de lundi dernier. Mais l'État islamique en Syrie n'est pas la seule cible des avions de combat de l'armée turque. Les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, sont également dans la ligne de mire d'Ankara. 7 de leurs infrastructures ont même été bombardées dans le nord de l'Irak. Une intervention militaire contre le groupe séparatiste kurde qui intervient après une série d'attaques menées par ce dernier contre des forces de sécurité turques, symbole d'un gouvernement que de nombreux Kurdes accusent de complicité avec les djihadistes. Dans la foulée de ces interventions contre le PKK qui marque la fin du cessez-le-feu en place depuis 2013, 2 soldats turcs ont été tués par une voiture piégée ce samedi dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. Des attaques condamnées par les États-Unis. Depuis le Kenya où Barack Obama était en visite officielle, la Maison-Blanche a réagi. Nous nous félicitons des efforts de la Turquie contre l'État islamique et nous encourageons nos différents partenaires dans cette guerre à travailler ensemble. Nous avons une bonne relation avec le gouvernement de la région autonome du Kurdistan, mais dans le même temps, les États-Unis considèrent que le PKK est une organisation terroriste. Et la Turquie a le droit de se défendre. Et encore une fois, nous apprécions ses efforts pour lutter contre l'État islamique. Par ailleurs, la police turque a procédé depuis vendredi à l'arrestation de plus de 590 personnes dans tout le pays, suspectées d'être liées soit à l'EI, soit au PKK dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste. Un coup de filet dans les rangs des djihadistes, jusque-là inédit en Turquie. Ces derniers jours marquent véritablement un tournant dans la politique syrienne du régime islamo-conservateur turc. La Turquie a même confirmé avoir autorisé les États-Unis et d'autres pays de la coalition à mener des raids aériens en Syrie ou en Irak depuis plusieurs bases du pays situées aux confins de l'Asie et de l'Europe. Alors, la Turquie qui pourrait peut-être changer la donne dans le conflit en Syrie, on va en parler avec Philippe Videlier. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, auteur de Nuit turque, publié chez Gallimard. On va le voir à l'écran à l'instant. Philippe Videlier, d'abord, est-ce que la Turquie s'engage pour vous de manière durable là, dans ce conflit syrien aujourd'hui? Est-ce que c'est un changement, un vrai virage? Personnellement, je pense que non. Les indices nous montrent, plus que des indices d'ailleurs, les événements de ces derniers jours nous montrent que la Turquie a riposté en effet à des attaques menées par les mouvements extrémistes islamistes contre son territoire, mais dans le même temps, elle a attaqué les forces kurdes qui sont les combattants d'avant-garde contre l'islamisme en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction majeure et qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un tournant, parce que s'il s'agissait d'un tournant, M. Erdogan, qui a empêché les combattants kurdes d'amener des renforts sur Kobané, d'amener des armes à Kobané, d'amener des secours à Kobané, s'il y avait eu un tournant, aujourd'hui, il serait aux côtés des Kurdes de Syrie qui défendent la liberté. Or, ça n'est pas le cas du tout. Ils attaquent des mouvements kurdes, turcs, donc le PKK, alors qu'une trêve était en cours depuis 2 ans. Donc on a bien l'impression que c'est plutôt un prétexte d'utiliser les frappes contre l'État islamique pour régler justement les comptes avec le PKK et que c'est ça peut-être la véritable cible du gouvernement d'Ankara? Oui, je crois que c'est très certainement ce à quoi songe le gouvernement turc aujourd'hui. Vous savez que le gouvernement turc, aux dernières élections, n'a pas acquis de majorité suffisante. D'autre part, il est un parti proche de la cause kurde a obtenu un nombre très important de suffrages, et un parti laïque, et que donc le gouvernement turc essaye par ce biais de rétablir la situation en sa faveur, et donc de frapper sur ceux qui lui semblent les plus dangereux. Et ceux qui lui semblent les plus dangereux, ce ne sont pas les extrémistes de l'État islamique,
qui font régner la terreur sur la Syrie et sur l'Irak, mais ce sont les Kurdes qui défendent leurs valeurs nationales. Merci beaucoup. Et qui défendent leur communauté en Syrie, en Irak et en Turquie. Merci Philippe Videlier. Je rappelle que vous êtes donc chercheur au CNRS, spécialiste de la Turquie. En Afrique, le groupe terroriste Boko Haram cible actuellement le Cameroun et sa frontière nord avec le Nigeria. 3e attaque suicide en moins d'une semaine, c'était hier soir, et au moins une vingtaine de morts dans la ville frontalière de Maroua. Joseph Emmanuel. Certains blessés sont encore hébétés par la violence de l'attaque. Les brancards affluent dans un hôpital débordé. Certains soins sont dispensés à même le sol. C'est la 5e attaque suicide en 2 semaines que subit le Cameroun. Et cette fois, c'est un bar très fréquenté qui a été pris pour cible samedi soir. Un attentat kamikaze dans l'une des grandes villes de l'ancienne colonie française et britannique. Maroua, 400 000 habitants, se trouve à l'extrême nord du pays. L'attaque a été perpétrée par une adolescente. Une attaque qui porte la marque de Boko Haram. Au moins 20 personnes ont été tuées. Il y a beaucoup de morts, c'est grave. Il faut que les populations soient vigilantes. Il faut aider le peuple, le président Biya. Il faut les aider. Aider un peuple face à une guerre qui, chaque jour, s'enfonce un peu plus dans l'horreur. Selon des témoins, la kamikaze avait une 12aine d'années. Une attaque très similaire à la double attaque de mercredi dernier qui faisait 13 morts. Le ministre de la Défense y réagissait face caméra. Qui se sont fait exploser. C'est des filles de moins de 15 ans. Ça pose le problème de la responsabilité des parents par rapport à l'encadrement et à l'éducation de leurs enfants. Comme l'attaque de ce samedi, les 2 adolescentes s'étaient fait exploser dans une zone marchande et très peuplée de Maroua. La ville était jadis commerçante et animée, peuplée essentiellement de musulmans dans un pays à majorité chrétienne. Depuis plusieurs mois, les habitants vivent dans la peur, sous étroite surveillance militaire. La psychose s'installe et plusieurs mesures ont été prises, comme l'interdiction de circulation des 2 roues à la tombée de la nuit. La ville de Maroua est frontalière des fiefs nigérians du groupe islamiste Boko Haram. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger ont lancé début 2015 de vastes opérations militaires contre les islamistes. De lourdes pertes ont été infligées dans les rangs de Boko Haram, mais ces hommes ne sont toujours pas neutralisés et les attentats sont désormais quasi quotidiens. Et puis le terrorisme islamiste qui frappe cette fois en Somalie, Mogadiscio, je vous le disais en titre, un camion conduit par un kamikaze et bourré d'explosifs a explosé tout à l'heure devant l'un des principaux hôtels de Mogadiscio. Il y a au moins 13 morts selon un premier bilan encore provisoire. Cet hôtel abrite notamment des représentations diplomatiques dans cette capitale. Et l'Afrique justement où le président américain Barack Obama poursuit un voyage très symbolique sur la terre de ses ancêtres au Kenya, où il a appelé aujourd'hui les habitants à refuser la corruption ainsi que les luttes tribales. Barack Obama, qui s'intéresse évidemment de très près à la lutte antiterroriste dans cette région, s'est ensuite envolé pour l'Éthiopie. Julia Ganancia. Les Kenyans attendaient sa visite depuis des mois. Barack Obama s'est exprimé devant 5000 personnes, triées sur le volet. L'allocution a été retransmise en direct sur les principales chaînes du pays. Dans un discours chargé d'émotion, le président américain appelle le pays à tourner la page du tribalisme et combattre la corruption endémique. Ici, au Kenya, il est temps de changer les habitudes et de casser résolument ce cycle parce que la corruption freine tous les aspects de la vie économique et civile. C'est un poids qui vous tire vers le bas et vous empêche d'accomplir ce que vous pourriez faire. Cette visite était placée sous haute sécurité, le Kenya étant depuis plusieurs années la cible d'attaques spectaculaires et meurtrières des islamistes somaliens Shebab. Mais elle a aussi été précédée et accompagnée d'une véritable Obamania. Les Kenyans ne boudaient pas leur joie d'accueillir enfin l'enfant du pays devenu président américain. J'aime le fait qu'il croit au Kenya, il appelle à en finir avec la corruption et à l'unité. Il en sait beaucoup sur le Kenya, il connaît ses racines.
Barack Obama bouclait une tournée de 2 jours dans le pays natal de son père avant de rejoindre l'Éthiopie, deuxième étape de son 4e déplacement en Afrique en tant que président. À Addis Abeba, il prononcera mardi un discours au siège de l'Union africaine, une première pour un président américain, de quoi séduire les Éthiopiens. La venue d'Obama aura des effets positifs pour l'image du pays tout d'abord, mais aussi pour nos relations diplomatiques avec les États-Unis. Nous faisons partie des pays africains les plus développés en termes d'infrastructures. Et c'est une bonne chose que le président américain vienne voir ça. Contrairement au Kenya, régulièrement frappé par des attaques terroristes, l'Éthiopie est un îlot de stabilité dans la corne de l'Afrique tenue d'une main de fer. Addis Abeba s'est imposé comme un allié de poids dans la lutte contre les islamistes somaliens Shebab, avec un contingent de quelques 4400 hommes au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, qui appuie la fragile armée somalienne face aux insurgés. Alors on est en ligne justement avec Louis Quemayou qui est journaliste spécialiste de l'Afrique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que ce voyage de Barack Obama a une portée autre que symbolique? Est-ce qu'on en attend des résultats concrets? Oui, déjà la plupart des présidents américains depuis les 2 Bush, père et fils, ont chacun laissé un plan pour l'Afrique. Il y a eu l'AGOA pour le commerce, il y a eu ce projet pour le financement de la santé, la lutte contre des maladies comme le paludisme et puis le sida, la tuberculose également. Et pour Obama, on ne voyait pas encore ce qu'il allait laisser comme héritage. Il a saisi l'opportunité de ce sommet sur l'entrepreneuriat qui se tenait au Kenya pour y aller, car même si c'est le pays de son père, le président kényan élu avait été en délicatesse avec la justice internationale. Il était poursuivi par la CPI et donc le président américain ne pouvait pas s'afficher à ses côtés. Là, maintenant que la poursuite a été levée, il pouvait, en saisissant cette opportunité donc du monde de l'entrepreneuriat qui se réunissait au Kenya, de se rendre dans le pays de son père. Donc, sur ce plan, il a notamment le plan pour l'électrification de l'Afrique qu'il a avancé. Il a la réunion qu'il avait engagée avec les jeunes leaders africains pour les affaires à Washington et qu'il a l'intention de pérenniser. Il a au moins ces 2 choses-là qu'il a dans les bagages en direction de l'Afrique en général. Alors on sait que les Américains évidemment suivent de très près la situation terroriste en Afrique, à la fois Boko Haram et puis les Shebab en Somalie. C'est une situation qu'ils tentent évidemment de canaliser. Oui, il y a cela, mais il y a aussi l'engagement économique. N'oublions pas cette dimension parce que pendant de nombreuses années, les États-Unis ont financé le développement de l'Afrique en passant par les institutions multilatérales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Là, en allant au Kenya et puis en se rendant ensuite en Éthiopie, il est en train de montrer que les États-Unis s'intéressent prennent à bras le corps la question du développement de l'Afrique. Ils ne sont plus que spectateurs, ils ne sont plus seulement spectateurs, ils participent en tant qu'acteurs à ce développement de l'Afrique, et cela se fait également en montrant des signes. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des signes d'amour. Ça fait partie des signes d'amour qu'ils sortent maintenant en direction de l'Afrique en y allant, et c'est la première visite d'ailleurs d'un président américain au siège des institutions africaines à Addis Abeba. On marque une pause, on va se retrouver dans un instant pour évoquer la Syrie et le discours d'Assad. À tout à l'heure. Affrontement entre la police israélienne et des Palestiniens sur l'esplanade du Mont du Temple ce matin. Israël qui commémore aujourd'hui à Tisha B'Av la destruction des 2 temples sacrés de Jérusalem. La Turquie a mené de nouveaux raids contre les positions du PKK en Irak, le parti des travailleurs kurdes qui lui revendique la mort de 2 soldats turcs tués dans un attentat. Et puis Barack Obama poursuit son voyage en Afrique après le Kenya. Il est arrivé ce soir en Éthiopie pour parler notamment de lutte antiterroriste au moment où un nouvel attentat meurtrier a frappé Mogadiscio en Somalie, attentat attribué au Shebab. L'armée syrienne cherche des soldats. C'est une sorte d'offre d'emploi qu'a lancé ce matin en direct à la télévision le président Assad, reconnaissant les difficultés militaires auxquelles son armée est confrontée sur le terrain face aux rebelles djihadistes. Léa Volbert. Bachar al-Assad accorde une amnistie générale à tous les déserteurs de l'armée syrienne. C'est une annonce de l'agence de presse officielle de l'État syrien et c'est la 2e fois en un peu plus d'1 an que le président Bachar al-Assad est contraint de prendre cette décision.
Au début du mois de juillet dernier, les autorités syriennes ont donc lancé une vaste campagne appelant les citoyens à rejoindre l'armée. Depuis le début du conflit syrien en mars 2011, des dizaines de milliers de soldats ont déserté les rangs en Syrie ou à l'extérieur du pays. Beaucoup d'entre eux ont rejoint la rébellion anti-Assad. Beaucoup d'autres sont tombés au combat. Plus de 80 000 soldats et miliciens pro-régime ont été tués depuis le début du conflit, soit un tiers des 230 000 morts comptabilisés au total par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours selon les chiffres de l'OSDH, plus de 70 000 Syriens se seraient soustraits à leurs obligations militaires. Dans une interview accordée ce dimanche à la télévision syrienne, Bachar al-Assad a reconnu qu'il y avait un manque de ressources humaines au sein de l'armée. Il s'est toutefois montré déterminé à poursuivre son combat contre les rebelles. Nous sommes dans une période fatidique où il n'y a pas de place pour les demi-mesures et où l'hésitation équivaut au défaitisme, à la lâcheté, à la trahison. Il remercie l'Iran et le Hezbollah pour leur soutien et ajoute que toute proposition politique pour mettre fin au conflit, qui ne serait pas fondée sur la lutte contre le terrorisme, serait tout simplement vide de sens. Ces derniers mois, l'armée syrienne a subi plusieurs revers face aux rebelles et aux djihadistes. Dans ce même discours, Bachar al-Assad a dû justifier le retrait de ses troupes de certaines régions, comme le sud et le centre du pays. Nous devons définir les régions stratégiques dans lesquelles l'armée doit se battre pour éviter de perdre plus de territoire. Le président syrien argue également que l'armée ne peut pas se trouver dans chaque bout de territoire. Du moins, pas tant que les soldats déserteurs ne seront pas rentrés dans les rangs. Alors, quelques enseignements justement à analyser dans ce discours assez rare du président Assad depuis le début de cette guerre civile. On en parle avec vous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. Justement, l'événement, c'est de voir une sorte de confession déjà d'Assad sur les difficultés que connaît son armée. On a l'impression qu'il fait un petit peu profil bas, le président syrien, et qu'il reconnaît d'une part les problèmes auxquels est confrontée son armée, à savoir de moins en moins de soldats qui combattent dans les rangs des troupes fidèles au régime, du fait des pertes importantes en vie humaine, mais également du fait des désertions. Et dans le même moment, Assad accorde sa grâce aux déserteurs qui pourraient rejoindre les rangs de l'armée. C'est bien évidemment pour étoffer ces mêmes rangs. Et puis Assad qui reconnaît également que son armée ne peut pas combattre sur tous les fronts, ne peut pas se déployer sur l'ensemble du territoire syrien, et qui reconnaît donc que le régime n'a son emprise que sur une partie du territoire. Partie du territoire dans laquelle vivent d'ailleurs la majorité des Syriens, mais une partie tout de même réduite du territoire syrien. Ça, c'est quand même un aveu important, mais il ne faut pas se leurrer, parce que le nouveau contexte régional est plutôt favorable à Bachar el-Assad et à son régime, dans la mesure où la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien à Vienne redonne à son allié principal dans la région, à savoir l'Iran, une nouvelle légitimité internationale, ce qui bien évidemment est plutôt une bonne nouvelle pour Assad. Alors, Raphaël Jérusalemi, comment vous percevez ce qu'a dit Assad aujourd'hui? C'est rare quand même de voir un président qui veut incarner quand même la puissance, reconnaître que ça va pas très bien sur le terrain. À mon avis, il a mis 2-3 mots pour l'extérieur, flamboyant, avec, comme vous l'avez dit, ce soutien potentiel futur de l'Iran, en argent en tous les cas et en pétrole. Mais je crois qu'il y avait une intention vers l'intérieur. Je crois qu'il voulait être entendu par les Syriens eux-mêmes. Parce qu'il y a, en dehors de l'opposition, bien sûr, un grand mécontentement de ceux qui sont encore loyaux au régime d'Assad. Les déserteurs qui ont déserté, ils ne vont pas revenir. Ceux qui inquiètent Assad, c'est ceux qui vont encore partir. Et là, il y a un mécontentement croissant chez les vrais loyalistes, ceux qui étaient encore à ses côtés, et qui sont encore à ses côtés, parce que eux sont mécontents d'autre chose.
ils sont mécontents de l'ingérence de l'Iran et du Hezbollah. Les Alaouites surtout voient une perte de l'indépendance syrienne. C'est devenu l'Iran à l'envers. De la même manière que Assad, avec les Iraniens, a colonisé le Liban pratiquement, et bien maintenant c'est le Hezbollah avec les Iraniens qui lui rendent la monnaie de sa pièce. Il est colonisé. Et là, il y a une immense partie des Alaouites et surtout des officiers, donc des cadres de l'armée syrienne, qui ne sont pas du tout contents de sa politique. Je ne sais pas s'ils vont défecter, mais il y a une baisse de motivation. Les derniers choix stratégiques d'Assad ont été pris à l'encontre de ses généraux. Parce qu'après tout, ce que lui appelle des points stratégiques, c'est pas exactement les mêmes que les leurs. Les leurs sont des vrais points stratégiques techniques. Lui, le vrai point stratégique, c'est son palais à Damas, ses villas d'été et quelques puits de pétrole. Donc, il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que ses généraux. Alors, il y a un autre événement qui vient évidemment aussi compliquer la donne, à la fois pour Assad et puis pour ce conflit syrien. C'est l'engagement militaire maintenant des Turcs dans Even Sapir depuis ce week-end. On l'a vu avec l'État islamique, notamment, qui est ciblé, pas seulement, mais ça aussi, ça va changer peut-être la donne pour Assad. Oui, parce que la Turquie est l'un des principaux adversaires de Bachar el-Assad et de son régime dans la région. Et la Turquie, pour la première fois, prend une part assez active, donc il faut quand même relativiser la portée, mais tout de même contre l'État islamique, contre les djihadistes en Syrie, en bombardant des positions suite à l'attentat de la semaine dernière. Donc c'est bien évidemment une nouvelle donne, un tournant dans l'attitude de la Turquie, qui peut-être, là encore, être un élément plutôt positif pour le régime de Bachar el-Assad, mais il ne faut pas oublier que la Turquie considère que ses principaux ennemis dans la région, ce sont les indépendantistes kurdes et le régime syrien. Donc même si les Turcs se mettent à frapper des positions djihadistes, ce qui bien évidemment fait plutôt les affaires de Bachar el-Assad, la Turquie n'a pas changé d'ennemi pour autant. Il n'y a pas de changement d'alliance, et la Turquie reste l'un des principaux adversaires d'Assad et de son régime. Alors, on vient d'apprendre d'ailleurs que la Turquie demandait d'urgence une réunion du Conseil militaire de l'OTAN, dont elle est membre, mardi. Comment on peut interpréter ça, à votre avis? Qu'est-ce que cherchent à faire les Turcs, là, avec l'OTAN? Les Turcs ont besoin d'abord d'espace aérien propre, dirons-nous. Là, il y a un problème, comme vous venez de le dire, il y a d'eau dans le gaz entre les Syriens et les Turcs. Rien ne laisse penser qu'il ne pourrait pas y avoir des altercations entre les deux armées de l'air. Il s'agit quand même d'une violation pour Assad de son territoire aérien. Et qui l'arrange quand même un peu. Qui l'arrange énormément. Mais jusqu'au moment où ça ne l'arrange plus, et il intervient. Donc dans un premier temps, effectivement, ça l'arrange. Pourquoi? Disons-le clairement, le régime d'Assad est pris en sandwich entre le sud et le nord, très simplement. Le sud en majorité Al-Qaïda, et le nord en majorité l'opposition, l'armée libre syrienne. Le fait que les Turcs puissent intervenir dans la zone, dans la bande ISIS au nord, ça enlève énormément de pression à Assad dans un premier temps. Mais il n'est quand même pas idiot non plus. Il voit bien que les Turcs ne vont pas faire ça gratuit. Il voit bien que c'est une ingérence. Et là, à un moment donné ou un autre, il peut y avoir une altercation. La Turquie a besoin de l'aval de la coalition et de l'aval international, parce qu'en sus de son agenda ISIS, elle va effectivement frapper les Kurdes, qui sera beaucoup moins bien reçu par la communauté internationale tout de même. Oui, parce que là, il y a un conflit. On voit bien, à la fois, on s'attaque à l'État islamique, mais on combat également ceux qui combattent l'État islamique avec les Kurdes. Ça, c'est un vrai problème. Et les Iraniens, si je peux me permettre, juste les Iraniens, après tout, ont montré la voie. Comment on peut soutenir d'un côté doucement tous les trucs terroristes, d'un autre agir de belle manière sur la scène internationale et recevoir l'aval de tout le monde. Donc les Turcs se disent, nous aussi on peut faire ça, on va avoir la bénédiction. Les Turcs espèrent obtenir une indulgence bienveillante de la part des Occidentaux et de la part des États-Unis. Regardez, nous bombardons les djihadistes, c'est bien évidemment pas fait pour vous déranger. Et dans le même temps, donc, laissez-nous nous occuper également de nos adversaires, les indépendantistes, j'y arriverai, kurdes du PKK. Donc là, il y a bien évidemment un double jeu de la part de Recep Tayyip Erdogan qui ne dupe certainement personne dans les chancelleries occidentales.
Voilà, donc en tout cas, il y aura une réunion donc, du Conseil de l'OTAN mardi, à la demande de la Turquie, face à une situation qui, évidemment, est en train de se développer d'heure en heure. Un mot, parce qu'il l'a dit également, Assad, on en a parlé. Vous avez l'impression, Raphaël Jérusalemi, que la Syrie aujourd'hui est une partition, est devenu un État en partition qui ne pourra jamais retrouver. Ça a d'ailleurs été mentionné dans d'éventuelles ou possibles négociations, qui d'ailleurs allait arriver assez vite s'il n'y avait pas eu l'accord avec l'Iran. En fait, l'une des conséquences directes, pas du tout théoriques, de l'accord nucléaire des Américains de l'Europe avec l'Iran, c'est que les négociations tombent à l'eau, parce que Assad a de nouveau l'espoir de survivre, que son régime continue, et donc pas de négociation. La scission, elle est déjà là. Elle est là sur le terrain. Ces désertions, ces défections datent depuis plusieurs années, depuis 2011. Et donc le pays est aujourd'hui vraiment divisé en deux camps, mais il l'est aussi géographiquement d'une certaine manière. Il y a une possibilité géographique territoriale de donner déjà une partie de la Syrie à ceux qui la contrôlent de toute manière, c'est-à-dire l'opposition. Un redécoupage de la Syrie en fonction des lignes de fracture communautaires, voire presque communautaire, culturelle, voire presque ethnique, avec les Alaouites sur la zone côtière, et puis de larges parts du territoire où vivent la majorité sunnite de la Syrie, qui échapperait là officiellement au contrôle du régime. Bien évidemment, personne aujourd'hui ne parle officiellement d'une partition du territoire, mais lorsque Assad, et ça a été une première aujourd'hui, reconnaît que son armée n'est pas en mesure de défendre l'ensemble du territoire syrien et qu'elle est obligée de se redéployer sur certaines zones que lui considère comme stratégiques, mais qui correspondent en fait aux zones dans lesquelles la population qui lui est fidèle vit, eh bien, on a l'impression que c'est un premier petit pas vers ce qui serait à terme peut-être un partage du territoire négocié et officialisé. Mais on n'en est pas encore là. Merci en tout cas Dror Even Sapir, merci Raphaël Jérusalemi. On parlait de l'Iran justement, l'Iran qui a tenu aujourd'hui à rectifier le chiffre circulant à propos de ses avoirs financiers gelés à l'étranger et que l'Iran espère évidemment récupérer grâce à la fin des sanctions internationales. Ce ne sont pas 100 milliards mais 29 que les Iraniens auraient actuellement bloqués dans des banques à l'étranger. Joseph Emmanuel. 29 milliards et non 100 milliards de devises iraniennes gelées à l'étranger, une correction apportée par le président de la Banque centrale iranienne, une correction au chiffre de 100 milliards fréquemment donné par les États-Unis. Certains experts voient en cette sortie de l'économiste iranien un premier point de désaccord entre Washington et Téhéran, un point de désaccord qui vient après la signature à Vienne d'un accord présenté comme historique. Lorsqu'on avait parlé du chiffre de 100 milliards, il incluait 35 milliards de dollars attribués à des projets pétroliers et 22 milliards déposés en Chine comme dépôt de garantie. Alors, qui a raison? Quelle est la somme que touchera l'Iran dans les prochains jours? Ce qui est certain, c'est que depuis l'accord intérimaire de novembre 2013, l'Iran a reçu 10 milliards de dollars d'avoirs, des devises bloquées dans des banques étrangères ou des réserves en or également retenues à l'extérieur du pays. L'accord sur le nucléaire, conclu le 14 juillet à Genève, doit permettre de débloquer le reste des avoirs iraniens d'ici quelques mois. Et l'Iran semble retrouver la confiance. Elle en appelle même à la confiance des investisseurs étrangers. Nous pouvons absorber entre 200 et 300 milliards de dollars d'investissements étrangers. Frappée par les sanctions internationales, l'économie iranienne a besoin d'investissements considérables pour relancer des secteurs clés, pétrole, gaz, automobile ou encore le renouvellement complet de sa flotte aérienne. Mais les adversaires de l'accord nucléaire ont une toute autre lecture. Le Premier ministre israélien, comme de nombreux sénateurs républicains américains, affirme que le déblocage de ces avoirs permettra à Téhéran de renouer avec le rôle qui fut toujours le sien, financer des groupes islamistes tels le Hezbollah, le Hamas ou encore le régime de Bachar el-Assad. Au Yémen, les rebelles chiites ont refusé aujourd'hui la trêve décrétée par la coalition arabe depuis la nuit dernière. C'est une trêve humanitaire au moment où l'armée loyaliste yéménite a repris du terrain face à ces rebelles chiites. Léa Volbert. Les rebelles yéménites rejettent la trêve humanitaire. L'annonce est tombée sur le compte Twitter du chef des rebelles, Abdel Malak Al-Houthi. Selon ses mots, l'agresseur saoudien voudrait une pause pour mobiliser davantage de combattants.
La pause des combats doit durer 5 jours et entrer en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi. Elle vise avant tout à acheminer l'aide humanitaire nécessaire aux milliers de civils blessés au cours des dernières semaines dans les combats qui opposent les forces loyalistes soutenues par la coalition arabe sous commandement saoudien aux rebelles yéménites. Selon l'ONU, ces civils représentent déjà plus de la moitié des 3700 morts pendant ce conflit. La coalition a d'ores et déjà averti qu'elle se réservait le droit de riposter à toute activité ou mouvement militaire des rebelles pendant la trêve. Les rebelles houthis sont soutenus par des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, mais ils sont également soutenus par l'Iran. Depuis juillet 2014, ils se sont emparés de larges pans du territoire, dont la capitale, Sanaa, en janvier dernier. Plus récemment, ils ont conquis Aden, acculant le président Hadi à fuir en Arabie Saoudite. Samedi, un deuxième navire humanitaire a accosté à Aden. À bord, 3400 tonnes de vivres livrées par le Programme alimentaire mondial. Ce dimanche, le président yéménite en exil s'est entretenu avec l'émissaire de l'ONU pour le Yémen. Ils ont réaffirmé qu'un cessez-le-feu permanent au Yémen dépend avant tout de l'application 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire du retrait des rebelles des villes conquises. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes, un Palestinien a été abattu tout à l'heure à un point de passage près de Hebron après avoir tenté d'attaquer un soldat israélien avec un couteau. Pas d'autres détails pour l'instant. On en saura évidemment plus dans les minutes qui viennent. En Jordanie et à Gaza, des réfugiés palestiniens ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la baisse des crédits de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est cette agence de l'ONU qui est justement chargée d'aider les Palestiniens, mais dont les crédits et donc le budget ont été revus à la baisse. Océane Nicole. L'UNRWA appelle à l'aide. L'organisme de l'ONU chargé d'aider les réfugiés palestiniens au Proche-Orient est en déficit financier de plus de 100 millions de dollars. Le porte-parole de l'agence a annoncé en début de semaine plusieurs mesures afin de réduire ce trou budgétaire. Des mesures qui inquiètent les principaux concernés. Le porte-parole a en effet averti que les écoles de l'UNRWA n'ouvriront pas à la rentrée prochaine si le trou actuel de 100 millions de dollars n'est pas comblé. Cet après-midi en Jordanie, des centaines de réfugiés palestiniens se sont réunis afin de protester contre la fermeture éventuelle des écoles du pays. Nous mettons en garde l'UNRWA et les pays donateurs contre le danger d'un report de l'année scolaire qui a été annoncé par de nombreux fonctionnaires. Nous considérons que l'éducation est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir et qui est importante pour les réfugiés palestiniens. Les écoles de l'UNRWA accueillent environ 500 000 enfants dans tout le Proche-Orient. Selon l'agence de l'ONU, plus de 2 millions de réfugiés palestiniens vivent en Jordanie. Cet après-midi, une réunion avait lieu dans le pays afin de trouver des solutions à ces problèmes financiers. Nous n'avons pas et nous ne prendrons pas la décision de retarder ou de mettre fin à l'année universitaire pour les étudiants des écoles palestiniennes. Jusqu'au dernier moment, nous ferons tous les efforts. Nous avons tant la possibilité de trouver des donateurs. Si ces efforts échouent, il y aura des décisions difficiles qui pourraient atteindre l'année scolaire. Le compte à rebours est donc lancé pour l'agence internationale qui doit trouver des donateurs avant septembre prochain. Dans le cas contraire, l'éducation de cet organisme pourrait traverser de grosses difficultés. On parle sport à présent. Dans un instant d'ailleurs, ce sera officialisé pour ce qui est du Tour de France. Le Britannique Chris Froome est déjà assuré d'être vainqueur car la dernière étape sur les Champs-Élysées a dû être neutralisée aujourd'hui en raison de la pluie. Le chronomètre a été arrêté mais les coureurs donc continuent l'étape de manière symbolique. Victoire assurée pour Froome. Et puis en football, on attend dans les heures qui viennent l'officialisation du premier gros transfert de l'été pour le Paris Saint-Germain. Il s'agit de l'Argentin Ángel Di María qui va quitter Manchester United donc pour rejoindre Paris, la capitale de la France, et donc le Paris Saint-Germain, transfert qui est en train de se finaliser. Le mercato, lui, n'est pas encore terminé, mais on sait déjà en tout cas dresser un premier bilan, et notamment du côté de l'Angleterre où il y a eu pas mal de mouvements depuis le début du mois de juillet. Michael Friedman, Mathieu Tobman. Quand il s'agit de dépenser des sommes astronomiques pour les transferts, la Première Ligue est encore une fois au-dessus de tous. Des moyens extraordinaires avec comme but final détrôner le champion en titre, Chelsea. Les Blues qui ont déjà recruté Radamel Falcao après une saison laborieuse à Manchester United. Le second de Première Ligue, la saison dernière, a mis les moyens cet été. Manchester City a dépensé la somme folle de 69 millions d'euros pour engager Raheem Sterling en provenance de Liverpool.
Un prix que l'international anglais va devoir justifier très rapidement. Heureusement pour lui, dès son premier match amical face à la Roma, il a inscrit un but après seulement 3 minutes de jeu. Je pense que Raheem Sterling peut jouer à plusieurs endroits sur le terrain, en attaque parce qu'il est très rapide, mais aussi sur les ailes. C'est un jeune joueur donc il a beaucoup de choses à améliorer. C'est important pour lui d'avoir un nouveau défi dans notre équipe. Malgré une deuxième victoire consécutive en FA Cup, Arsenal attend de remporter le championnat depuis plus de 10 ans. Et pour apporter de l'expérience à sa jeune équipe, Arsène Wenger a recruté Petr Cech, le gardien de Chelsea, pour environ 15 millions d'euros. Après 11 ans de bons et loyaux services chez les Blues, le Tchèque se prépare à affronter une nouvelle aventure. Arsenal est une équipe qui vise le top niveau et cela correspond à mes ambitions et à ma motivation personnelle. Je crois qu'à ce moment de ma carrière, j'ai fait le bon choix et que je vais avoir le succès dont j'ai envie. On passe à Manchester United qui cherche encore à revenir au meilleur niveau 2 ans après le départ de Sir Alex Ferguson. Et le recrutement cette année est clinquant avec les arrivées de Schneiderlin, Darmian et surtout l'Allemand Schweinsteiger qui a quitté son club de toujours, le Bayern de Munich après 13 ans passés en Bavière. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici et de jouer pour Manchester United. C'est un grand honneur. Bien sûr, c'est une nouvelle étape dans ma vie, mais c'est simple, je veux gagner des titres ici. Manchester United est habitué à cela, et moi aussi. Donc c'est notre but commun pour ces prochaines années à Manchester. Et on termine avec les Reds de Liverpool qui, malgré le départ de Sterling, se sont renforcés avec James Milner. L'ancien joueur de Manchester City a déjà attiré l'attention en marquant dès son premier match lors d'une tournée en Thaïlande. James Milner est un joueur de grande classe. On a dû beaucoup travailler pour le faire venir, mais on va voir cette saison à quel point il est important pour nous. Il a beaucoup de personnalité et c'est un joueur de top niveau. La Première Ligue commence dans 2 semaines et les principaux prétendants au titre sont déjà tous armés pour la reprise. Pour les transferts, chaque équipe peut encore recruter jusqu'au 1er septembre prochain. On passe à un autre feuilleton de l'été. Il s'agit des vacances du roi d'Arabie Saoudite en France. Il est arrivé avec son impressionnant cortège hier sur la Côte d'Azur où il doit passer près d'1 mois. Et on le sait, la présence du roi Salman a été précédée d'une vive polémique sur les privilèges accordés aux souverains saoudiens et notamment la privatisation d'une plage publique juste devant sa villa. Julia Ganancia. Pas de doute, le roi Salman d'Arabie Saoudite, son impressionnante suite et leurs gros moyens sont arrivés en villégiature. Pourtant, le long de la route entre Cannes et Valoris-Golfe-Juan, rien ou presque ne laisse présumer que le roi a pris ses quartiers d'été dans sa villa. Le long de la route, la présence policière est discrète, mais à l'entrée de l'escalier menant à la plage, la préfecture a affiché un arrêté interdisant son accès. Privés de plage, les riverains sont divisés. Là, en fait, la polémique, c'est parce que c'est le roi d'Arabie Saoudite. Voilà, tout simplement. Parce que c'est le roi d'Arabie Saoudite. Si ça avait été, comme je vous dis, un autre dirigeant ou un autre président d'un autre pays, je ne pense pas qu'il y aurait eu toutes ces histoires. C'est quand même un roi, un chef d'État, et il a besoin de protection. Il ne faudrait pas qu'il ait des problèmes sur le territoire français, on serait embêté. Bon, si c'est pour ça, on patientera un peu. Si la venue du roi est un désagrément pour certains riverains, elle est aussi considérée comme une aubaine pour le commerce local. Un argument que rejette Jean-Noël Falcou. Il a lancé une pétition en ligne contre la privatisation de la plage publique. Il y a tout de suite eu une vague d'indignation en fait, et de colère même on peut dire dans la population, et nous on a voulu faire entendre cette voix, la voix des habitants. Une zone naturelle, une plage publique, ça ne s'achète pas, ça fait partie de nos biens communs. Et donc c'est ce qu'on voulait rappeler, tout ne s'achète pas. Les gens qui veulent venir en France respectent le droit français et on est tous égaux face à la loi. Déjà, la guerre des pétitions fait rage, une contre-requête demandant de soutenir les Saoudiens pour des raisons évidentes de sûreté d'État et pour les retombées économiques, mise en ligne ce dimanche, a recueilli plus d'une centaine de signatures. On parle musique pour terminer. C'était ce week-end en Afrique, un événement qui illustre la bonne santé de la musique africaine, les MTV Africa Music Awards. On les surnomme les Mamas. Daniel Campos, David Gomba.
C'est une foulée de stars de la musique africaine qui se sont donné rendez-vous à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud pour la 5e édition des MTV Africa Music Awards. Une belle manière de célébrer la musique africaine et surtout la culture des jeunes Africains. Cette année, la cérémonie s'est déroulée le 18 juillet, le jour même de l'anniversaire de Nelson Mandela. Alors bien sûr, l'héritage du Madiba est sur toutes les lèvres. Mandela a toujours prôné l'humilité dans ses discours. Il a toujours dit que ce pays ne devrait plus jamais faire l'expérience dégoûtante de la discrimination. Il ne nous reste plus qu'à se souvenir de ces enseignements d'amour du prochain et de l'unité de l'Afrique. L'héritage de Mandela est également une source d'inspiration pour le comédien afro-américain Anthony Anderson, présent aux festivités. Être dans ce pays et rendre hommage à un tel homme, un grand humaniste, et faire partie de tout cela, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est aussi pour cela que je suis venu. Voici la grande gagnante de la soirée, la flamboyante star nigérienne Yemi Alade, qui a remporté le trophée de la meilleure chanteuse. Quant au prix du meilleur chanteur, il a été attribué à un autre Nigérien, Davido. L'année dernière aussi, j'ai été nominé à 4 reprises et j'ai remporté 2 prix. Donc on verra bien ce qui va se passer cette année. Dans la catégorie meilleur album hip-hop, le titre est décerné au Sud-Africain Casper Nyowest. Quant à D'banj, il s'est vu attribuer le Mama Evolution Award, une nouvelle catégorie dédiée à la musique africaine du monde entier, repoussant les frontières de la créativité, tout en façonnant un nouveau paysage de la musique contemporaine en Afrique. Cet événement, organisé par la Viacom International Media Network Africa, témoigne de la créativité débordante et de la passion pour la musique que l'on retrouve à travers tout le continent. Cette année, la majorité des prix ont été raflés par des artistes nigériens. Mais c'est en fait tout un continent qui a été déclaré vainqueur. Voilà, en musique, on marque une pause. Nouveau journal à venir complet présenté par Daniel Atlan. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. À tout à l'heure. Suite du Grand Direct donc, et on va revenir sur cette journée particulière du 9 Av, commémoration aujourd'hui en Israël de la destruction des temples sacrés de Jérusalem. Journée de prière pour les Juifs, mais aussi, on l'a vu, de tensions sur l'esplanade du mont du Temple avec les Palestiniens. Retour sur les enjeux liés à l'un des lieux les plus convoités de la région, Elsa Mimoun. Les Juifs l'appellent le mont du Temple, le premier lieu saint du judaïsme. Pour les musulmans, c'est l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, avec la mosquée Al-Aqsa, construite au 7e siècle sur ce site. Un lieu source de tension est régi par un statu quo datant de 1967. Si juifs et musulmans peuvent s'y rendre, les juifs n'ont pas le droit d'y prier. Mais une minorité juive ne l'entend pas de cette oreille. Une mouvance ultra-religieuse représentée par une poignée de députés israéliens milite pour le droit des juifs à prier sur l'esplanade. Les plus radicaux vont jusqu'à prôner la reconstruction du temple juif en lieu et place des mosquées et ont créé l'Institut du Temple, connu en hébreu sous le nom de Machon Hamikdash. Un projet explosif. En octobre dernier, alors que des heurts avaient lieu quotidiennement entre forces de police et Palestiniens, un des membres phares du mouvement, Yehuda Glick, avait été visé par une tentative d'assassinat par un Palestinien. Les autorités israéliennes avaient alors pris la décision rarissime de fermer l'esplanade des mosquées, provoquant une crise diplomatique avec la Jordanie en charge du lieu saint par l'intermédiaire du Waqf ou l'Office des biens musulmans. Nous dirons aux dirigeants israéliens et aux juifs que votre confusion et la fermeture des portes de la mosquée sacrée d'Al-Aqsa mènera à une révolte totale contre vous, non seulement à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie, dans toute la Palestine et dans le monde arabo-islamique. La balle de l'assaillant d'hier visait à une chose, mettre fin aux visites du mont du Temple. La police israélienne doit ouvrir la porte du mont du Temple plutôt que de donner un prix à la terreur en la maintenant fermée. Elle devrait ouvrir la porte aux visiteurs juifs. 9 mois plus tard, Israéliens et Palestiniens n'ont toujours pas donné naissance à une solution. Les Palestiniens accusent régulièrement Israël de vouloir remettre en cause le statu quo, ce que l'État hébreu et notamment son Premier ministre Benjamin Netanyahou démentent formellement.
Alors, y a-t-il une solution d'ailleurs envisageable pour régler le statut de cette esplanade du Mont du Temple avec la présence de la mosquée Al-Aqsa? On a vu ces images aujourd'hui donc, où la police israélienne intervenait à l'intérieur de cette mosquée, ce qui évidemment a suscité la colère de la Jordanie qui a réagi très fermement. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Peggy Sidor. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de société pour le Jérusalem Post. Et puis Michael Barzvi, bonsoir, professeur de philosophie politique à l'université de Tel Aviv. Alors, Peggy Sidor, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu une répétition du déjà-vu. Est-ce que pour vous, il y a une solution à ces scènes de violence qui se répètent? Oui, il y aurait certainement une solution avec un peu de bonne volonté des deux côtés, mais nous n'en sommes pas là. Bon, ce qui s'est passé ce matin, de toute manière, était prévisible. J'ai téléphoné hier, moi, à 2 de mes sources, des Palestiniens qui habitent en Jérusalem du côté arabe, et qui m'ont dit, tous les deux, il va y avoir du grabuge demain matin, parce que nous savons que beaucoup de Juifs vont arriver pour prier, beaucoup vont vouloir monter sur l'esplanade, il va y avoir du grabuge. Donc c'était prévu, tout le monde savait, tout le monde s'y préparait. Mais je voudrais attirer l'attention sur un fait peut-être dont on ne parle pas assez. Le groupe des Palestiniens qui ont fait ce grabuge, qui se sont retranchés dans la mosquée d'Al-Aqsa, c'est un groupe connu. Tout le monde sait qui ils sont. Le Waqf tremble de peur devant eux. Ce sont des djihadistes. Ils sont dans la mouvance de Daesh. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont vraiment officiellement liés, mais ils sont certainement dans la mouvance. Ce sont les mêmes qui ont suspendu un drapeau de Daesh il y a à peu près 2 mois sur l'esplanade. Donc c'est un groupe très particulier. Le problème de permettre à des Juifs de prier ou de visiter l'esplanade ne relève pas du tout de ce qui s'est passé ce matin. Y compris dans cette journée qui est une journée de commémoration pour le peuple juif, Michael Barzvi. Oui, alors il faut séparer le côté spirituel de Tisha B'Av, qui est un deuil et qui est, je dirais, de recueillement, de jeûne pour le peuple juif, et la situation géopolitique. Ce sont, je dirais, 2 narratifs complètement différents qu'il faut séparer. Les Juifs sont endeuillés, les Juifs jeûnent, ils ont tous les droits de jeûner, ça n'a absolument aucun rapport. Pour quelle raison les Palestiniens du Mont du Temple aujourd'hui balancent des pierres? C'est évidemment pour créer une provocation, et évidemment dans un contexte extrêmement chaud, extrêmement brûlant, explosif, je dirais, dans la région, et pour ranimer justement les tensions qui existent déjà en Cisjordanie. Donc il y a là tout un contexte géopolitique et je dirais un triple narratif, à la fois palestinien d'un côté, Jérusalem de l'autre, avec tout ce que l'imaginaire collectif de Jérusalem peut, et tout le symbole que ça peut susciter, je dirais. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire, parce que tout le monde sait que la mosquée d'Al-Aqsa n'est pas sur le mont du Temple, mais à côté, et que ça n'est pas le premier lieu saint pour les musulmans, mais seulement le 3e lieu saint, que la mosquée d'Omar n'est en fait pas une mosquée, donc un lieu qui n'est pas du tout sacré pour les musulmans. Donc si on regardait les faits, si on connaissait bien l'histoire, et notamment l'histoire des religions, il n'y aurait absolument aucun problème. Mais nous sommes dans un contexte géopolitique qui, en plus, est ranimé par ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Irak, en Syrie, avec Daesh et dans toute la région. Donc, quelque part, il faut situer ça dans ce contexte-là. Le gouvernement israélien a plutôt, je dirais, des intentions, non pas pacifiques, mais enfin, disons en tout cas de modérer, puisque Netanyahou a donné instruction à tous ses ministres et aux députés de ne pas se rendre sur le mont du Temple depuis plusieurs mois pour justement éviter une provocation. Et on sait qu'une étincelle, c'est un baril de poudre, tout peut exploser. C'est vraiment un lieu qui est tellement chargé sur le plan de l'imaginaire collectif que les Palestiniens ne demandent que ça, je veux dire, d'une certaine façon, d'utiliser des provocations, des émeutes et éventuellement pour relancer une 3e intifada ou peut-être pour généraliser le conflit. Donc là, on est vraiment dans une situation où il ne faut pas mélanger, je dirais, le côté spirituel. Les Juifs, en général, Tisha B'Av, ils jeûnent, donc ils ne sont pas très, très agressifs, ils sont très fatigués. Et en général, il fait très chaud à Jérusalem. Donc ce sont en général des gens plutôt pacifiques qui viennent à Tisha B'Av. Ce ne sont pas les extrémistes juifs non plus, donc, qui pourraient peut-être venir. Ce jour-là, en général, ça n'est pas le jour qu'ils choisissent. Ce sont à d'autres occasions. Donc il ne faut pas mélanger ces choses-là. Mais évidemment, le contexte fait que... Je pense qu'il faut surtout faire la différence entre 2 courants. Il y a les Juifs qui veulent prier
sur l'esplanade ou le mont des mosquées, il y a un parcours très spécifique, très méticuleux pour éviter d'entrer dans ce qui était apparemment le Saint des Saints. Certains contestent ce parcours, mais d'autres l'acceptent. Et il y a le groupe de ceux qui sont plutôt activistes pour la reconstruction éventuelle d'un troisième temple. Alors ce sont deux choses différentes. Des fois, on retrouve les mêmes dans les deux camps, mais ce sont deux projets tout à fait différents. Reconstruction du temple, cela va d'un endroit de demande de recherche messianique, de créer une situation spirituelle inattendue qui pourrait embraser non seulement le peuple juif, mais aussi toute la région. C'est autre chose. Mais des gens qui veulent avoir le droit de prier sur un endroit qui est vraiment de millénaires, un endroit auquel tous nos pères, grands-pères et nos ancêtres ont prié. Ça, je pense qu'il faudrait trouver un arrangement avec le Waqf, avec les Palestiniens, les convaincre qu'il ne s'agit pas d'une démarche nationaliste, mais d'une démarche religieuse, spirituelle. Et si on arrivait à le faire un jour, je pense que ça serait une bonne chose. Mais pour ça, il faut des gens qui ne soient pas mêlés à la politique, sous aucune forme. Le fait que la Jordanie... Je rappelle quand même qu'en 1967... Au moment de la guerre de 6 jours, il y a une décision qui a été prise à l'époque par Moshe Dayan, qui était le ministre de la Défense, qui avait été de confier la gestion de ce mont du Temple à la Waqf. Israël aurait très bien pu décider de faire Israël aurait très bien pu décider à l'époque de donner cette gestion à une autre autorité ou même de gérer elle-même. Donc c'était une décision qui a été prise pour des raisons, justement, pour éviter des tensions et pour essayer de trouver un arrangement. Et surtout parce que le Waqf était sous domination jordanienne et non pas lié aux hommes de l'OLP ou aux Palestiniens les plus militants. Donc l'idée, c'était justement d'avoir sur le mont du Temple des forces qui sont un peu plus modérées, entre guillemets. Alors évidemment, si on regardait bien l'histoire des religions, on pourrait très bien séparer les endroits, qui sont des endroits totalement géographiquement séparés, avec plusieurs centaines de mètres entre les deux endroits, là où il y a le mont du Temple. Et il y a évidemment... C'est très grand, les gens ne se rendent même pas compte. C'est immense. C'est immense, c'est immense. Alors dans la conception du sionisme, et notamment du sionisme religieux, où on pense que le sionisme est le début d'une ère messianique, évidemment, on dit pourquoi ne pas pouvoir aller à n'importe quel endroit d'Eretz Israël pour prier, y compris sur le mont du Temple. Et il y a une autre conception religieuse qui dit non, justement, tant qu'il n'y a pas eu la reconstruction de ce temple, on ne peut pas aller à cet endroit qui est un endroit sacré. Alors il faut encore définir ce qu'est la sainteté, parce que dans le judaïsme, il n'y a pas de sainteté de la terre en tant que terre. Il y a le sacré est lié à la construction d'un temple. Donc d'une certaine façon, si on est sioniste religieux, on considère que le sionisme est une façon de commencer ou de poser la première pierre de la reconstruction de ce temple. Donc le sacré vient de ce que l'on fait. Il est dans le temps et non pas dans l'espace. Ouais. Et ça, c'est une autre conception qu'on ne comprend pas forcément en Occident. Ouais. La notion de sacré dans le judaïsme, elle est complètement différente. Ce n'est pas lié. Quand les pèlerins chrétiens viennent sur la terre d'Israël, ils viennent sur les pas de Jésus. Pour un juif, il ne s'agit pas d'aller sur les pas de quelque chose ou de quelqu'un, mais il s'agit de reconstruire un nouveau temps qui est celui du Messie à venir. Ouais. Alors on voit bien qu'il y a aussi un problème de maintien de l'ordre, parce que c'est la Jordanie, certes, qui est en charge de la gestion de ce lieu saint pour l'islam, mais c'est aussi la police israélienne, et on a vu ces images aujourd'hui, qui suscitent, parce qu'on voit les soldats israéliens entrer dans la mosquée, qui suscitent des réactions très vives immédiatement. Bah oui, justement, alors le point de la police qui se trouve sur l'esplanade ou sur le mont, comme vous voulez, n'a pas toujours été là-bas. Pendant quelques années, il n'y était pas, et finalement la police a décidé de le remettre, de le faire réactiver, parce qu'il y avait eu trop de grabuge, trop de violence. Et il a fallu... Alors, les policiers sont, en général, ils essayent d'être discrets. Mais alors, avec l'afflux de juifs qui montent de plus en plus nombreux et de plus en plus souvent, à l'heure des visites de touristes. Les juifs n'ont pas le droit d'entrer séparément, ils entrent avec les touristes, aux heures fixes pour touristes. L'accès à la mosquée d'Omar, enfin au dôme du Rocher, leur est absolument interdit. J'étais moi-même présente dans une visite organisée par des archéologues, avec elle, à l'entrée, un représentant du Waqf m'a demandé si j'étais juive
ou musulmane. Et quand j'ai répondu que j'étais juif, il m'a dit interdit dehors. Donc les choses sont très claires et la police fait en sorte d'essayer d'éviter les heurts. Mais en fait, c'est pas toujours possible. Et effectivement, c'est vrai, dès qu'un policier israélien apparaît, ça soulève quelque chose, des émotions. De l'autre côté, si les policiers n'y étaient pas, ça serait peut-être pire. Il faut quand même... il faut bien comprendre que dans la vision de l'islam, si vous posez la question à un musulman, il vous dira qu'il n'y a jamais eu de temple à cet endroit. Donc pour lui, il y a une négation totale de la présence juive à cet endroit. Donc à partir de là, alors que c'est avéré par les archéologues, je veux dire, on peut discuter sur tel lieu, tel endroit, mais enfin la présence d'un temple, elle est indéniable, mais de leur point de vue, il n'y a jamais eu de temple à cet endroit. Donc quelque part, il y a évidemment aujourd'hui une surenchère islamiste, djihadiste. Les policiers, d'une certaine façon, mais moi je pense qu'ils aident aussi à séparer les djihadistes des autres, et je crois que ça dérange beaucoup une partie des imams qui ont l'habitude de venir, ou qui avaient l'habitude de venir, qui aujourd'hui se sentent un petit peu débordés par cette petite minorité extrêmement active qui essaye à tout prix, je dirais, d'insuffler du djihadisme. Si aujourd'hui vous écoutiez les sermons qui sont prononcés là-bas, dans n'importe quelle mosquée en France, les gens seraient tout de suite arrêtés pour incitation au terrorisme. On appelle à tuer les juifs, on appelle à la guerre sainte. Ce sont des sermons d'une violence inouïe. Qui ne serait tolérée dans aucun pays occidental. Et Israël, la police israélienne se contente uniquement de contrôler l'ordre. Donc d'éviter le désordre. On n'entre même pas dans le contenu de ce qu'ils disent. On entend parfaitement ce qu'ils disent, qui sont des appels à la violence et au meurtre et à la destruction de l'État d'Israël et au massacre de Juifs. Mais on intervient uniquement que quand il y a du désordre ou des émeutes ou de la violence. Mais il y a encore un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Parmi les groupes de juifs qui veulent monter sur cet endroit et prier, il y a aussi cette tendance messianique qu'il ne faut pas... c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air a priori, parce que ça risque de créer un mouvement de masse qui sera repris par des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de juifs, et en Israël et dans le monde, et qui va créer ce qu'on appelle dans ce genre de choses, de créer un événement qui va forcer le Messie à venir, faire avancer les choses avec une intervention humaine, et quand ça ne se passera pas, nous allons assister, si ça arrive, Dieu garde, à des choses épouvantables dans la société israélienne. Il faut aussi faire attention à ça. Je veux dire, c'est vrai qu'a priori, les messianiques du côté juif sont moins violents, moins dangereux, mais à longue portée, ce mouvement-là n'est pas... ça risque d'aller très loin. Il faut aussi faire attention à ça. À la différence de ceux qui veulent seulement prier, que là... Voilà, la seule différence que, d'une façon, je veux dire, quand on est israélien, on se dit, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller là-bas, le simple fait de visiter. Moi, je me souviens d'être allé... après 67, sur le mont du Temple, en toute sérénité, en toute tranquillité. En 67, on pouvait entrer dans le rocher, dans le dôme du rocher. Dans le dôme du rocher. Donc il y a eu des périodes où on pouvait y aller en toute tranquillité. Aujourd'hui, on se pose la question, Israéliens, nous sommes souverains, nous sommes ici, c'est nous qui contrôlons la situation avec notre armée, avec notre police, et on ne peut pas aller à un endroit parce que le WACF ne veut pas. Ça semble aussi un petit peu absurde, et c'est sur c'est sur cette corde-là que jouent justement les gens dont vous parlez. Merci à tous les deux. On voit bien que c'est un dossier très épineux qui n'est pas prêt d'être réglé, en tout cas pas ce soir. Mais on y contribue, on essaye. Merci Michael Barzvi, merci Peggy Sidor. Nouveau journal complet dans un instant, ce sera avec Daniel Atlan. Bonne soirée.